Bonjour chers élèves, ravi de vous rencontrer. Je suis Mohsen Massaoudi, enseignant au lycée Gafour II, Siliana. Je vous présente aujourd'hui une séquence d'apprentissage intitulée « La propagation du message nerveux », thème neurophysiologie. Donc cette séquence d'apprentissage a été préparée sous l'assistance pédagogique de monsieur l'inspecteur Younes Chali, destinée aux élèves de la 4e année sciences expérimentales et sport. Pour commencer, je vous rappelle que le réflexe myotatique, il y a naissance d'un message nerveux à partir du fuseau neuromusculaire qui se propage le long des fibres 1A, puis de la moelle épinière, le message nerveux se propage jusqu'au muscle. La question qui se pose, comment se propage ce message nerveux? Donc, le message nerveux généré au niveau d'un récepteur sensoriel, tel que le fuseau neuromusculaire, se propage le long de la fibre nerveuse vers le centre nerveux et du centre nerveux vers l'effecteur. Ce qui nous mène à poser la question suivante. Comment se fait la propagation du message nerveux au niveau d'une fibre nerveuse? Afin de répondre à cette question, on va aborder tout d'abord comment calculer la vitesse de propagation au niveau d'une fibre nerveuse. Afin de déterminer la vitesse de propagation, on vous propose cette expérience, ou bien le résultat de cette expérience, qui montre bien une fibre nerveuse chargée négativement à l'intérieur et positivement à l'extérieur. Au niveau de cette fibre, on implante des électrodes stimulatrices, des électrodes réceptrices. Lorsqu'on va appliquer une stimulation efficace, certainement, on va enregistrer une variation de la DDP membranaire, donc un potentiel d'action. Maintenant, si on place sur la même fibre nerveuse deux électrodes réceptrices, mais qui sont éloignées d'une certaine distance, lorsqu'on applique une stimulation efficace au niveau d'électrodes stimulatrices, on enregistre au niveau de la première électrode réceptrice R1, qui est très proche de S1, un premier potentiel d'action qui possède un temps de latence. Le même potentiel d'action se propage le long de la fibre nerveuse. Il va être aussi enregistré au niveau de R2, puisque parmi ses propriétés, il est propageable. Mais la différence entre le premier potentiel d'action et le second, c'est que le deuxième présente un temps de latence assez important, puisque la distance S1-R2 est plus importante que la distance S1-R1. Pour simplifier, on va essayer de se baser sur ce petit montage qui montre bien les électrodes stimulatrices, l'électrode réceptrice R1 placée ou bien reliée à un oscilloscope O1, l'électrode réceptrice R2 qui est un peu distante d'une certaine distance, placée ou bien reliée à un oscilloscope O2. La stimulation efficace donne un premier potentiel d'action représenté en jaune dans le premier oscilloscope et un deuxième potentiel d'action enregistré au niveau de O2 qui possède un temps de latence assez important. Donc, T1, c'est le temps de latence du premier potentiel d'action, et T2, c'est le temps de latence du deuxième PA enregistré en O2. Soit, delta D, la distance séparant les deux points d'enregistrement, et delta T, la différence de temps d'enregistrement, on aura la vitesse, delta D sur delta T. L'unité, vous savez bien que le mètre seconde moins 1. Afin de bien comprendre ça, on vous propose cette petite activité. Calculons la vitesse de propagation du PA pour une distance égale 1 cm, T2 égale 4 millisecondes et T1 égale 2 millisecondes. La réponse, on sait que V égale delta D sur delta T. La distance, c'est 1 cm. Elle est exprimée en mètres, donc c'est 1 fois 10 moins 2. Sur delta D, sur delta T, c'est 4 moins 2 fois 10 moins 3, parce que le temps est exprimé en secondes. La vitesse vaut 5 mètres secondes moins 1. Sachant maintenant, la stimulation efficace d'une fibre nerveuse en un point donne naissance à un potentiel d'action qui se propage le long de la fibre avec une vitesse variant de 30 mètres secondes moins 1 à 100 mètres secondes moins 1 chez les mammifères. Cette vitesse varie certainement. Ce qui nous mène à poser la question suivante. Quels sont les paramètres de variation de la vitesse du PA?
afin de déterminer ces paramètres, on vous propose cette simulation qui montre 3 fibres nerveuses au niveau desquelles il y a conduction du message nerveux. On remarque que la 3e fibre conduit plus rapidement le message nerveux que la 2e et la 1re. Maintenant, la fibre numéro 1 conduit plus rapidement le message nerveux que la 2e fibre. La fibre numéro 1, c'est une fibre myélinisée. Par contre, la seconde, c'est une fibre amyélinisée. Afin de récapituler ce qu'on a observé dans cette simulation, on vous propose ces documents. Le premier document montre que la vitesse de conduction du message nerveux est plus rapide au niveau des fibres de plus gros diamètre. De même, la vitesse de conduction elle est beaucoup plus rapide au niveau des fibres myélinisées. Pour étudier autres paramètres, on vous propose le 3e document, qui montre la variation de la vitesse de conduction du message nerveux en fonction de la température. On remarque que si la température est de 18 degrés, la vitesse de conduction elle est proche de 30 mètres secondes moins 1. Si on élève la température à 20 degrés, la vitesse s'élève à environ 40 mètres secondes moins 1. Si on augmente la température à 28 degrés, la vitesse augmente à environ 70 mètres secondes moins 1. Et si on augmente encore la température, environ 30 degrés Celsius, la vitesse, elle s'élève à environ 120 mètres secondes moins 1. Donc, on en déduit que la vitesse de conduction du message nerveux augmente avec l'augmentation de la température. Ce qui nous mène à trouver une explication à certains actes qu'on peut le faire même chez nous. Par exemple, en cas d'une blessure ou bien en cas d'une entorse, on essaye rapidement de mettre de la glace. Pourquoi la glace? Parce que la glace, ça diminue la température et à ce moment-là, la vitesse de conduction devient plus faible, ce qui diminue la douleur. Il faut rappeler aussi, il faut dire aussi que cette méthode, ce n'est pas tout à fait curative, mais c'est comme si un calmant qui diminue la douleur ou bien la sensation de douleur. Récapitulons maintenant que la vitesse de propagation du message nerveux dépend tout d'abord du diamètre des fibres nerveuses. Les fibres de plus gros diamètre conduisent le message nerveux plus rapidement. La nature de la fibre, la vitesse, est plus élevée dans les fibres myélinisées que dans les fibres amyélinisées. La température, la vitesse augmente avec l'augmentation de la température et aussi varie selon les espèces. Afin de bien assimiler ces notions, on vous propose d'exploiter le tableau ci-dessous afin de déterminer les paramètres de variation de vitesse qu'on a déterminés à partir des documents et des simulations. Ce tableau montre des espèces. On a pris des mammifères, grenouilles, calmars. On a essayé donc de voir des fibres de nature soit myélinisées, soit amyélinisées. On a changé les diamètres donc, des fibres nerveuses et on a varié les températures. Et à la fois, on va calculer la vitesse pour savoir et déterminer les paramètres de variation d'une autre façon. Si on va prendre les mammifères par exemple, nature des fibres avec myéline, même température, 37-37 degrés, on va varier uniquement le diamètre. Par exemple, pour une fibre nerveuse de 20 micromètres, et on va prendre une autre fibre de 10 micromètres. La fibre de 20 micromètres, sa vitesse est de 120 mètres secondes moins 1. Par contre, celle de 10 micromètres est de 60 mètres secondes moins 1. Donc la vitesse augmente avec l'augmentation du diamètre. Prenons maintenant les mammifères. On va prendre même diamètre. 5 à 2 micromètres, 2 à 0,1 micromètre, ce qui est commun, c'est 2 micromètres. Donc, on suppose qu'il s'agit du même diamètre. On va prendre même température, 37 degrés. On va changer uniquement la nature des fibres nerveuses.
Avec myéline, la vitesse est de 30 à 20 mètres secondes moins 1. Par contre, fibre amyélinisée, la vitesse est de 2 à 1 mètre seconde moins 1. On en déduit que la vitesse augmente en présence de gain du myéline, donc les fibres myélinisées conduisent plus rapidement le message nerveux. Donc pour la grenouille, prenons donc une fibre avec myéline, diamètre 20 micromètres, on va varier uniquement la température. À 30 degrés, la vitesse elle est de 80 à 60. Par contre, à 20 degrés, la vitesse elle est de 30 mètres secondes moins 1. Donc, la vitesse augmente avec l'augmentation de la température. Et certainement, cette vitesse varie selon les espèces. La question qui se pose, comment expliquer le mécanisme de propagation du message nerveux? Afin de répondre à cette question, on vous propose cette simulation vidéo qui montre le mécanisme de propagation le long d'une fibre amyélinisée. Rappelons que l'intérieur de la fibre au repos est chargé négativement alors que l'extérieur est chargé positivement. Et suite à une stimulation efficace, il y a naissance d'un potentiel d'action, il y aura inversion de charge. L'intérieur devient positivement, alors que donc l'extérieur devient chargé négativement. Et on remarque bien qu'il y a attraction de charge le long de la fibre entre la zone dépolarisée et les zones voisines. Afin de bien comprendre ça, on vous propose ce document qui montre que la zone dépolarisée, l'intérieur est chargé positivement alors que l'extérieur est négativement. Par contre, les zones voisines, l'intérieur est chargé négativement et l'extérieur chargé positivement. Suite à la stimulation d'une fibre nerveuse amyélinisée, il y a création, un PA. Il y a donc dépolarisation de cette zone. L'intérieur devient chargé positivement, alors que l'extérieur chargé négativement. Les charges négatives de la zone dépolarisée attirent les charges positives des zones voisines. Par contre, les charges négatives intracellulaires des zones voisines attirent les charges positives de la zone dépolarisée, ce qui assure la création des courants locaux. Ces courants locaux donnent naissance à un potentiel d'action dans la zone en amont. Par contre, la zone en aval, c'est une zone réfractaire parce qu'elle a été déjà traversée par un potentiel d'action. Elle est en période réfractaire, ce qui assure un sens unique de propagation dans les conditions naturelles, sachant que dans les conditions expérimentales, la propagation est bidirectionnelle. Elle s'effectue dans les deux sens. Cette propagation, elle se fait de proche en proche. Elle est dite continue. Récapitulons ces notions. L'existence du potentiel d'action en une zone de la fibre nerveuse crée entre cette zone et les zones voisines des courants locaux, entraînant une dépolarisation de la membrane en amont de la zone dépolarisée. La zone qui vient d'être le siège du PA reste inexcitable puisqu'elle est en période réfractaire, période au cours de laquelle les CVD1A+ sont momentanément inactivés. Le PA ne puisse pas donc revenir en arrière. On parle d'une propagation unidirectionnelle du potentiel d'action. Dans les conditions naturelles, cette propagation se fait de proche en proche, elle est continue. La question qu'on peut poser maintenant, on a observé au cours des activités précédentes que la vitesse est plus rapide au niveau des fibres myélinisées que les fibres amyélinisées. Donc, comment expliquer que la vitesse de propagation du message nerveux est plus rapide dans les fibres myélinisées que dans les fibres amyélinisées? Pour ce faire, on vous propose cette séquence vidéo qui montre
la propagation le long d'une fibre myélinisée. Cette fibre renferme des étranglements de Ranvier ou bien nœuds de Ranvier, là où il y a les CVD AA+, AA+. Le PA, il va se trouver au niveau de ces zones. Pour bien comprendre le mécanisme de propagation, au niveau d'une fibre myélinisée, les nœuds de Ranvier sont les sièges de PA. Les CVD sont localisés au niveau des étranglements de Ranvier. Donc, lorsqu'il y a un potentiel d'action, l'inversion de charge s'effectue au niveau de ces zones. Afin de bien comprendre le mécanisme de propagation, la stimulation efficace d'une fibre nerveuse myélinisée donne naissance à un potentiel d'action. Il y aura inversion de charge, l'intérieur chargé positivement, alors que l'extérieur est chargé négativement. Les zones voisines, l'intérieur est chargé négativement, alors que l'extérieur est chargé positivement. Les charges négatives extracellulaires de la zone dépolarisée attirent les charges positives de part et d'autre. Les charges négatives des zones voisines intracellulaires attirent les charges positives de la zone dépolarisée, ce qui assure la création des courants locaux. Les courants locaux donnent naissance à un potentiel d'action dans la zone en amont. Par contre, la zone en aval est encore en période réfractaire. C'est une zone réfractaire qui impose un sens unique de propagation du message nerveux dans les conditions naturelles. Par contre, dans les conditions expérimentales, la propagation est bidirectionnelle. Cette propagation le long d'une fibre myélinisée, elle se fait d'un nœud de Ranvier au nœud suivant, elle est discontinue, elle est dite saltatoire. Récapitulons maintenant que la gaine de myéline est un isolant électrique et les CVD sont localisés au niveau de nœud de Ranvier uniquement. Les charges électriques sautent d'un nœud de Ranvier au nœud voisin. On parle d'une propagation saltatoire plus rapide que la propagation continue au niveau des fibres amyélinisées. Remarque maintenant, on observe dans cette simulation deux types de fibres amyélinisées et une fibre myélinisée. Et toutes les deux peuvent conduire le message nerveux avec une certaine vitesse. Mais remarquons bien que le PA, il se propage le long de ces deux fibres. On va maintenant observer comment se propage le PA et en même temps, on va enregistrer au niveau d'un oscilloscope le phénomène électrique. On remarque que le PA, il crée un autre voisin. Donc, on peut dire que le potentiel d'action ne se déplace pas le long de la fibre nerveuse, mais chaque potentiel déclenche un autre par création de courants locaux. Passons maintenant à une évaluation afin de tester vos acquis concernant les notions qu'on a relevées durant cette séquence d'apprentissage télévisé. Le document A représente schématiquement deux types de fibres nerveuses A et B, fibre A et fibre B. Question numéro 1. Identifiez ces deux types de fibres A et B. On porte sur chacune des deux fibres A et B une stimulation efficace et on enregistre le potentiel membranaire en utilisant deux électrodes réceptrices, R1 et R2, séparées par une distance égale à 2 cm et reliées aux oscilloscopes O1 et O2. Le dispositif expérimental utilisé figure dans le document 2 ci-dessous. On observe bien qu'il y a une fibre nerveuse, électrode stimulatrice, électrode réceptrice associée à un oscilloscope O1, électrode réceptrice R2 distante de 2 cm branchée à un oscilloscope O2.
Les enregistrements ainsi obtenus sont indiqués sur le document 3. Voilà les enregistrements. Enregistrement au niveau donc de l'oscilloscope O1 pour la fibre A. Enregistrement au niveau de l'oscilloscope O2 pour la fibre aussi A. Donc, potentiel membranaire enregistré suite à la stimulation de la fibre A. Les enregistrements au niveau de la fibre B. Oscilloscope O1, ce qui est représenté au nœud de document, et l'oscilloscope O2 en bas. Potentiel membranaire enregistré suite à la stimulation de la fibre B. Question petit a. Calculer la vitesse VA du message nerveux se propageant au niveau de la fibre A et la vitesse VB du message nerveux se propageant au niveau de la fibre B. Petit b. Expliquer la différence entre VA et VB. Mes élèves, je vous laisse quelques secondes à réfléchir et par la suite, on va répondre ensemble. Corrigé. Le document A représente schématiquement deux types de fibres nerveuses A et B, représentés à la même échelle, A et B. Petit a. Identifier ces deux types de fibres. La réponse. La fibre A, il y a absence de gaine de myéline et présence de gaine de Schwann. C'est une fibre nerveuse périphérique amyélinisée. Par contre, la fibre B présente une gaine de myéline et une gaine de Schwann. C'est une fibre nerveuse périphérique myélinisée. Petit b, on porte sur chacune de deux fibres A et B une stimulation efficace et on enregistre les potentiels membranaires en utilisant deux électrodes réceptrices R1 et R2 séparées par une distance égale à 2 cm et reliées aux oscilloscopes O1 et O2. Le dispositif expérimental utilisé figure sur le document 2. Les enregistrements sont donnés sur le document 3. Voilà ce document. La question c'est calculer la vitesse VA du message nerveux se propageant au niveau de la fibre A et la vitesse VB du message se propageant au niveau de la fibre B. Pour calculer la vitesse, tout d'abord, la distance, comme on observe sur le document 2, est de 2 cm entre oscilloscope A et l'oscilloscope 2. Delta T, c'est temps de latence 2 moins temps de latence A. Le deuxième potentiel d'action, enregistré au niveau de O2, a un temps de latence plus élevé que celui du premier potentiel d'action enregistré en O1. Donc la distance 2 cm, puisqu'elle est exprimée en mètres, vaut 2 10-2 mètres. La différence entre les temps de latence et delta T, 4 millisecondes. La vitesse, VA, est égale 2 fois 10-2 sur 4 fois 10-3. Elle est égale à 5 mètres secondes moins 1. Passons maintenant à calculer la vitesse au niveau de la fibre B. C'est la même distance, O1, O2, 2 cm, 2 fois 10-2 mètres. La différence entre les temps de latence, delta T est égal à 1 milliseconde, puisque T2 est égal à 2 millisecondes, enregistré au niveau de l'oscilloscope O2, T1 est égal à 1 milliseconde. Delta T, 2 moins 1 est égal à 1 milliseconde. VB égale 2 fois 10-2 sur 1 fois 10-3 est égal à 20 mètres secondes moins 1. Donc VA égale 5 mètres secondes moins 1 et VB est égal à 20 mètres secondes moins 1. VB est supérieur à VA. Question B. Expliquez la différence
entre VA et VB. Cette différence de vitesse est expliquée par le mode de propagation du message nerveux qui est saltatoire et rapide au niveau de la fibre myélinisée fibre B, alors qu'il est de proche en proche et moins rapide au niveau de la fibre amyélinisée fibre A. Le diamètre de la fibre B qui est supérieur à celui de la fibre A, sachant que les deux fibres ont été représentées à la même échelle dans le document précédent. Chers élèves, durant cette séquence d'apprentissage télévisé, on a étudié le mécanisme de propagation du message nerveux le long d'une fibre myélinisée, fibre amyélinisée. On a déterminé les paramètres de variation de la vitesse. Il nous laisse maintenant une question à poser. Comment le message nerveux se transmet d'un neurone à un autre? C'est ce que vous allez voir avec mon collègue les séances prochaines. La séquence d'apprentissage s'achève. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.